Aujourd'hui, partie 4 de ce voyage dans la série Hunger Games. Comme toujours, nous allons voir les différences avec le livre et toutes les anecdotes de tournage. Ce dernier film est considéré comme le moins bon de tous. Bon, à voir ce que donnera le numéro 5, mais pour la révolte partie 2, j'ai un peu le sentiment qu'il voulait clore vite fait tout et passer à autre chose. Je m'attendais à une fin un peu plus satisfaisante dans le livre, et ça a été le cas, mais juste un peu. Commençons par les différences. C'est deux films qui adaptent un seul livre, mais celui-ci a une coupure de plusieurs semaines au milieu, et c'est justement à cet endroit qu'ils ont coupé les films. Dans le livre, on se retrouve une semaine plus tard et Katniss commence un entraînement militaire qui va durer plusieurs semaines. Et ce temps d'entraînement était utile, car dans les films, il y a quelque chose de bizarre. Dans la partie 1, le Capitole est surpuissant avec plein d'avions bombardiers et une ville surprotégée. Et là, on arrive dans la partie 2, il n'y a plus d'avions et la ville est assiégée. Il y a clairement une différence de puissance palpable qui n'est pas vraiment logique car il n'y a pas un laps de temps suffisant entre les deux. Moi j'aurais préféré avoir au moins un passage de 5-10 minutes qui montre l'entraînement de Katniss et les combats dans les districts. Histoire de montrer que le temps passe quoi. Même pour le retour de Peeta, c'est un peu bizarre. On aurait ainsi pu rajouter Johanna. Dans le livre, elle est très présente et elles sont soudées avec Katniss pour s'entraîner et aller tuer Snow. Mais comme pour les autres films, on reste quand même sur une très bonne adaptation. Les autres différences concerneront toute la fin qu'on verra après les anecdotes. Pour ce tout dernier volet, il se décide à tourner une grosse partie en dehors des États-Unis car il voulait avoir des décors qui fassent très soviétiques et qui rappellent la notion de dictature dans l'inconscient collectif. Bon, c'est version américaine. Il tourne d'abord en France et à Berlin en attendant que les décors soient construits à Atlanta. Pour Berlin, il y a deux décors principaux. Celui de la ville, qui est une ancienne base soviétique à l'abandon qui allait être détruite, ce qui leur a permis de créer de véritables destructions dessus. Le reste de la base est celle qu'ils ont le moins retouchée pour la partie où elles descendent l'avion et toute la séquence du train. Ils avaient même pensé finir la partie 1 comme ça. Tournez vos armes vers Snow. La fin bâtarde. Globalement, pour tout ce qui est décor dans cette partie 2, ils ont pris l'esthétique des décors parisiens comme exemple pour celui de Panem. Ou Paname du coup. Alors que paradoxalement, c'est en France qu'ils ont tourné le moins. Une semaine dans les décors d'Abraxas, pour un total de 10 jours en France. Et c'est le lieu qui a demandé le plus de retouches numériques du film et de toute la saga, je pense. Je vous en parlerai dans la section effets spéciaux. Passons aux autres décors, il y a l'ensemble Jeanne Hachette, dont ils se sont servis uniquement pour les extérieurs et pour créer cette boutique directement sur place. Le dernier décor sera celui du château de Snow qui s'appelle Château de Voisin. Ce n'est pas le même que dans Embrasement car là presque tout se trouve en intérieur et c'était beaucoup plus cher à créer en studio. Il n'y a que la serre qui était beaucoup trop grande pour être transportée, donc ils ont tourné en studio à Atlanta. En France, il n'y avait que l'entrée de la serre que l'on voit ici. Ils ont mis de la fausse neige partout, et puis il n'y avait plus qu'à tourner. Il n'y a que dans cette scène qu'ils ont de nouveau tourné dans l'ancien décor du château. Et petite anecdote, c'est que Haymitch embrasse Effie, mais c'était pas du tout prévu. C'est totalement de l'impro. Après le tournage en Europe, direction Atlanta et les énormes studios qu'ils ont construits. Petit cœur! Celui que je trouve le plus fou, c'est celui de l'extérieur du palais de Snow. Ils ont empilé 500 containers tout autour des grilles qui représentaient l'entrée de la demeure de Snow. Et ensuite, ils ont tout recouvert de fond pour les incrustations. Toutes les étoiles en ciment que vous voyez sont en fait en mousse. Pour donner un aspect de vrai béton, c'est un mélange de boue, de pierre et de peinture qu'ils appliquent. Ils en ont construit 40 en tout pour le film. On y retrouve nos étoiles en mousse, bien entendu, mais pourquoi des containers ? Car c'est moins cher à allouer que des immenses tendeurs de toile qui au final auraient été dangereux si le vent se levait. Une des choses les plus difficiles a été la diversité des costumes. Et c'est ce que j'avais remarqué en premier car on voit enfin comment sont les habitants de Panem à l'extérieur. D'ailleurs, les habits de Coin deviennent au fur et à mesure du film de plus en plus clairs, pour montrer qu'elle se rapproche du blanc habituel du président Snow. Sinon on retrouvera d'autres décors de studio comme la cave, l'intérieur des espaces d'Abraxas, avec ce foutu nom que j'ai du mal à dire, et les égouts. Il y avait une hauteur max d'1m70. Ça a été très difficile pour les acteurs et l'équipe qui devaient sans arrêt être voûtés et avec les pieds dans l'eau. Et ça pendant bien 3 semaines. Pour obtenir l'aspect eau usée, ils ont fait un mélange de coca et de liquide vaisselle. Ça c'est encore des bonnes petites techniques ciné. Les égouts sont d'ailleurs de forme triangulaire pour rappeler que nous sommes à Panem. Le tournage en numérique les a beaucoup aidés car ils ont décidé de tourner qu'avec les lumières des lampes torches, pour que ce soit bien oppressant.
Pour l'embrasement, je vous avais dit qu'ils se battaient contre rien devant eux. Pour le 2, ils ont innové pour rendre la séquence plus réelle, et c'est donc des hommes en gris qui jouent les créatures sur lesquelles les acteurs doivent frapper. Sur combinaison, il y a plein de traceurs infrarouges qui sont captés par une seconde caméra qui les triangule dans l'espace. De sorte que lors de la création des FX, les créatures prennent directement leur position dans l'espace et la même manière de bouger, comme ça là. Et puisqu'on parle d'effets spéciaux, lançons-nous là-dedans. Cet opus est celui qui a nécessité le plus de plans avec des effets spéciaux. Je vous mets ici les avant-après principaux. Jusqu'ici, dans tous les opus, il y avait l'envie de faire le maximum sans FX. Mais là, sur cet opus, vu la myriade de décors différents, et vu que c'est celui où c'est la guerre totale, ils ont bien été obligés de représenter enfin visuellement cette guerre. En fait, puisqu'ils sont d'une certaine manière enfin libres et littéralement à l'air libre, il y avait beaucoup de plans ouverts sur l'extérieur pour faire ressentir ça. Mais aussi montrer la guerre en arrière-plan. Nos héros ne sont plus oppressés par le Capitole ou par le souterrain du 13, ils sont à l'air libre, mais les dangers de la guerre les entourent. Pour se rendre compte de la masse de FX, les espaces d'Abraxas, foutu nom, sont parfaits. Ils ont retiré les arbres, ajouté tout un tas de taches sur les murs, ainsi que des destructions ici et là. Et le plus dur dans tout ça est que, vu qu'ils n'ont travaillé qu'avec très peu de fond bleu, eh bien, avant de rajouter les FX, il fallait détourer tous les personnages, image par image. Ce qui a quand même un avantage, puisque c'est le seul de la saga à être sorti en 3D, mais avec une 3D créée en post-prod. Donc grâce à ce procédé, ils avaient déjà beaucoup de plans où les personnages étaient sur des plans en profondeur différents. C'est bien parlant lorsqu'ils sortent de l'immeuble et que toute l'huile noire séchée a été rajoutée comme on le voit ici. Ou encore ce plan avec les parachutes qui tombent. On voit bien les différentes couches à la fois de réel et celles rajoutées en FX. Je pense qu'avec autant de plans en effets spéciaux, ils ont décidé après de le post-convertir en 3D car il n'y avait plus beaucoup de boulot à faire. Et bizarrement, la 3D n'a pas été proposée aux États-Unis, alors qu'en France, oui. Niveau FX, finissons par Johanna qui n'a pas vraiment le crâne rasé. Il s'est vite posé la question de lui raser ou non la tête, et l'actrice était d'accord. Mais finalement, ils ont renoncé car elle n'a tourné que 5 jours sur les 10 mois de tournage. Du coup, ce que l'on voit, c'est un faux crâne. Et il y a quelques détails qui sont ensuite corrigés en post-prod. Mais bon, je trouve que déjà sans FX, c'est sacrément bien fait. Niveau bruitage, c'est intéressant car ils ont passé 2 jours à faire des enregistrements d'armes à feu dans différents lieux. Dans le film, il y a des coups de feu de différentes armes à l'extérieur, dans les égouts et dans le métro. Il fallait donc que les bruits d'armes à feu reflètent l'endroit d'où ils sont tirés. Ils ont ainsi enregistré plusieurs armes d'abord à l'extérieur pour l'attaque du Capitole, puis dans un entrepôt pour reproduire celui du métro, et ensuite en montagne pour avoir les mêmes sons mais avec des échos lointains. Petite anecdote, le photographe de la saga était le photographe de Shining, de l'Empire contre-attaque, d'Harry Potter. Je voulais m'arrêter quelques instants sur son travail fantastique que vous voyez à l'écran. Il a une anecdote intéressante concernant Shining, car il a démarré par ce film. Stanley Kubrick, avant d'être réal, a été photographe, et lorsqu'il a voulu se positionner le premier jour pour commencer à faire des photos, Stanley lui a directement dit que le meilleur endroit pour capter la scène était l'endroit où était la caméra, bien évidemment. Du coup, il a fait en sorte de photographier principalement Stanley et l'équipe technique. Passons maintenant à la fin. À l'époque où j'avais vu le film au ciné, comme beaucoup de fans, j'avais été déçu car la fin était rapide. Durant tout le film, il y a un peu ce sentiment qu'ils veulent se débarrasser de la fin. Et puis, j'ai lu la fin du livre, et concrètement, oui, c'est toujours bien adapté, mais ce qui rend cette fin moins bonne que dans le livre, c'est qu'ils ont choisi de couper 2 choses très intéressantes. Déjà, dans le livre, Katniss explique que les années passent, que les survivants du district 12 reviennent, évacuent les corps et reconstruisent le district. Qu'il n'y aura plus jamais d'Hunger Games, que des monuments étaient érigés et que la paix règne sur tout Panem. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément manqué dans le film et je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. Deuxième point dans le livre pour lequel je suis mitigé, c'est que toute la fin du livre est profondément déprimante. Katniss et Peeta souffrent tous les deux car ils ont la peau brûlée sur une grande partie de leur corps, mais surtout ils souffrent d'un syndrome post-traumatique profond. Katniss essaye de se suicider plusieurs fois car elle ne voit plus l'intérêt de vivre vu que sa sœur est morte, plus toutes les horreurs qu'elle a dû voir. Ça m'a beaucoup fait penser à la fin du Seigneur des Anneaux avec cette victoire, mais qui n'en est pas vraiment une pour Frodon car il ne sera plus jamais le même. Et cette fin d'Hunger Games dure 6 mois, où Katniss se laisse mourir jusqu'à ce qu'elle se remette à vivre petit à petit grâce à Peeta.
Dans les livres, il n'y a pas que la fin qui parle de maladie mentale, hein. C'est dans tous les bouquins, car Katniss en fait s'enfonce au fur et à mesure dans une certaine folie. C'est là que je me suis dit, mais c'est qui l'abruti qui a dit que c'était un livre pour ados? Franchement, mais cette fin, elle m'a déprimé. Je vous lis les 2 extraits des dernières lignes, ça vous donnera une idée. C'est celui-là, ouais, c'est celui-là. Hop. Allez, premier extrait. Donc ça, c'est Katniss qui parle. Hein. Je me réveille de temps en temps en hurlant, assailli de visions, de mutations génétiques et d'enfants morts. Mais ses bras sont toujours là pour me réconforter. Pita. Et maintenant, deuxième extrait, et là, c'est vraiment la fin. Hein. Mes enfants qui ne savent pas qu'ils jouent sur un cimetière. Welcome. Pita dit que tout ira bien, nous sommes ensemble, nous saurons leur expliquer d'une manière qui les rendra plus courageux. Mais un jour, il faudra bien leur parler de mes cauchemars, d'où ils me viennent, pourquoi ils ne s'effaceront jamais complètement. Je leur apprendrai comment je survis, je leur dirai que certains matins, je n'ose plus me réjouir de rien, de peur qu'on me l'enlève. Ouais, bon bah je vais reposer ça maintenant, hop. Je me souviens qu'après avoir fini le livre, je suis resté une bonne heure à ma fenêtre en PLS comme ça. Pour le film, les dernières lignes sont donc les dernières lignes du livre, mais ils ont coupé des passages, ils ont coupé les passages les plus noirs. Hein. Et c'est peut-être dommage, je sais pas, j'arrive pas à avoir un avis dessus. Donc à la fois c'est intéressant car c'est rare, surtout dans ce genre de film, d'être profondément face à la réalité que doivent affronter les survivants de guerre, mais d'un autre côté, c'est tellement dur comme fin quoi. Au final, en voyant le film plusieurs années plus tard, c'était pas mal franchement. Hein. Certes, ils auraient dû rajouter une bonne demi-heure, mais sinon, c'était pas la catastrophe dont je me souvenais. Alors, petite parenthèse, hein, ce film est sorti en salle le 19 novembre 2015, alors que la France était encore sous le choc des attentats du 13. Je me rappelle y être allé et j'avais pas trop la tête à ça. En fait, 3 semaines avant, je venais d'emménager à Paris et le petit Cambodge était à 5 minutes à pied de chez moi. Et ce soir-là, justement, je devais être à côté du Bataclan. Mais comme on a eu la flemme, on est resté à la maison, c'est la seule fois de ma vie où avoir la flemme, ça m'a servi. Et j'y suis allé le lendemain, et c'est vrai que quand tu vas sur le trottoir plein de sang, et puis des vitres criblées de balles et tout, alors que c'est juste à côté de chez toi, c'est autre chose en vrai quand même. Hein. Bref, en tout cas, dans la salle de ciné, je me souviens qu'il n'y avait pas grand monde. Hein. Et puis, c'est vrai que ça m'avait retourné un peu le bide, hein, parce que voir tous ces plans de guerre dans des lieux que je connaissais bien, car tout autour de la ligne A, c'était pas vraiment agréable. En particulier tout ce qui se passe dans le métro ici, ça a été tourné à Berlin et pourtant j'étais persuadé d'avoir déjà vu ce même genre d'intérieur dans une des stations de la ligne A. Enfin bon bref, fin de la parenthèse. Passons à la conclusion du triangle amoureux. Dans le film, c'est très accentué avec cette rupture totale où elle dit « Adieu Gale ». Alors que dans le livre, pas du tout, hein. Elle a conscience que certes, il avait donné le plan, mais c'est pas du tout lui qui a donné les ordres de faire exploser les enfants. Et son choix se fait au fur et à mesure dans le temps, car Gale habite dans le district 2. Alors elle ne le voit plus, et Pita prend soin d'elle. Avec le temps, elle se rend compte qu'elle ressemblait énormément à Gale, et c'est ça qui clochait. Que sa fureur et sa rage ne pourraient jamais être calmées par Gale. Il lui fallait quelqu'un de différent, d'apaisant pour se contrôler elle-même. Moi aussi, je suis content que ce soit Pita. Il a montré à tous qu'il ne suffit pas de faire 1m80 et d'être super beau gosse pour pécho la fille. Donc moi, ça me va. Finissons par ce retournement de situation final qui est exactement le même dans le livre, et que je trouve génial. Ce mystère qui entourait le district 13 qui ne participait pas à l'effort de la Révolution. Et tout est révélé par le président Snow. J'aime beaucoup ce retournement et de toute manière, Coin, j'ai jamais senti. Hein. Franchement, elle a une tête de méchante, non? Et la fin est tellement rapide sur les 2 médias, cette proposition de Coin de faire de nouveaux Hunger Games. Sœur, t'as jamais vécu l'oppression, t'étais au fond de ton bunker toute ta vie, t'as pas envoyé tes enfants se faire tuer dans l'arène, alors qu'est-ce que tu parles? Et ils approuvent tous parce que, voilà, on sent qu'il faut aller vite à la fin et boucler les arcs, ça c'est vraiment dommage. Et ça se ressent aussi sur le box-office car le dernier film est celui qui engendra le moins de recettes. C'est une des particularités de cette saga, questionner sur le bien fondé d'une révolution qui peut mener à la fin d'une civilisation et ce que la guerre coûte en termes de vie, mais aussi en termes de traumatisme. C'est quelque chose qui n'est pas du tout traité dans Harry Potter par exemple. Le après, que ce soit dans les livres comme dans les films. Une révolution pour abattre un dirigeant n'est pas suffisante en tant que telle.
Ce qu'il faut, c'est une révolution profonde d'une société qui peut la faire changer, sinon elle retourne assez vite dans le même schéma avec un nouveau dirigeant. Et ça c'est souvent vu, car pour faire une révolution, il faut avoir des alliés ayant un poids politique et les utiliser. Sauf que ce genre d'allié politique, n'a pas vécu le mauvais côté de ce type de société. Il veut s'accaparer plus de pouvoir, comme Coin. C'est une révolution imagée, alors que ce n'est qu'un transfert de pouvoir d'une entité politique à une autre. Passons à la fin maintenant. Ce dernier volet est marqué par la disparition de Philip Seymour Hoffman, alors qu'il lui restait une semaine de tournage. Selon ce que j'avais lu à l'époque, il était d'une importance capitale dans le livre, ce qui n'est absolument pas le cas. Il est très absent du dernier livre. Mais je pense que pour le film, ils avaient décidé de le mettre en avant. Pour le remplacer, Woody Harrelson lit la lettre de Plutarque, et ça a été la dernière scène à être tournée. Il voulait que la tristesse de fin de tournage et des possibles derniers mots de l'acteur se ressentent. Mais ce fut très éprouvant pour les deux acteurs et l'équipe de finir sur une telle note, de finir le tournage comme ça. Concrètement, dans le livre, si on supprimait purement et simplement le personnage, ça ne changerait rien à l'histoire, au contraire du film où c'est suite à la lettre qu'elle se décide à changer de cible. D'ailleurs, quand elle tue Coin, Katniss s'attendait vraiment à mourir à ce moment-là. C'est pour vous dire à quel point elle voulait se suicider. Ainsi le tournage s'achève après 330 jours consécutifs le 20 juin 2014. Un an plus tard, durant l'été 2015, ils ont tourné les derniers plans qu'on voit ici. C'est le même champ que celui dans le 2 qu'on voit ici, et pour la petite anecdote, les enfants qu'on voit à l'écran sont les neveux de Jennifer Lawrence. Ce que je retiendrai de ce dernier film, c'est ce plan tournant où elle prend dans ses bras sa sœur, sans savoir que ce sera la dernière fois. Et quand on a lu le livre, c'est d'autant plus fort car Katniss est très perturbée psychologiquement par tout ce qu'elle a vécu, et c'est exactement à ce moment-là qu'elle décide de retourner au combat pour en finir. En disant adieu à sa sœur, elle dit adieu au dernier morceau d'humanité qui restait en elle. Pour Katniss, elle part pour mourir et faire cesser cette torture. Et si par chance elle peut emporter Snow avec elle, ce sera tout bénef. Revenons à la dernière scène du tournage, expliquée par Woody Harrelson. I remember when we were doing the last setup, and I'm doing this thing, reading the letter to her, to Jen, and everybody's gathered around, like Liam is there, he came in, he wasn't working that day, and Josh was there, and, people are all gathered around. This is 4 movies we shot together, this is a family, And I remember reading that, and then there's a pause, and Francis says, cut. And there's just a pause, because we know this is the last setup, and he goes, we got it. And then the first yells out, that's a wrap. And it was, you should have seen, it was like a physical response people had to that, because it was such a big deal. Voilà, la prochaine partie sera sur le dernier film Hunger Games, on verra bien ce que ça donne, Pour l'instant les retours critiques sont excellents. Comme toujours, n'oubliez pas de pouceauter la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous fais des bisous.